Chers amoureux de la littérature et fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, bonjour. Aujourd'hui, vous avez droit à un numéro spécial de Belles Lettres, votre magazine littéraire, dans la mesure où nous nous sommes déplacés au centre Wallonie-Bruxelles pour participer au baptême du livre Tchikaya Outansi, Le feu et le chant de Philippe Masségabio, un grand homme de lettres et de culture, un homme politique et professeur des universités, qui a écrit sur un autre grand, Tchikaya Outansi, le poète congolais, qui est parmi les plus grands écrivains africains de tout le temps. Je vous invite à suivre cette cérémonie et nous nous retrouvons à la fin pour en savoir un peu plus. N'est-ce pas Philippe Masségabio, qui a guidé mes premiers pas de critique littéraire en herbe dans la revue littéraire Dombier qui dirigeait, on l'a dit, au sein de l'Office national de recherche et développement. N'est-ce pas Philippe Masségabio, en 1972, je crois, qui, lors de la création de l'Union des écrivains zaïrois au Goethe Institut, m'a embarqué dans le tout premier comité comme membre effectif, malgré ma fougue, ou à cause de ma fougue, de jeunes Turcs piaffants d'impatience et d'impertinence. N'est-ce pas Masséga Bonzanzu Mabele Madiko, alors ministre de la Culture et des Arts, qui, en 1985-86, je crois, me prépare à rempiler à la tête de la Compagnie du Théâtre National, afin d'y ramener la paix et une certaine rationalité managériale. N'est-ce pas avec Masséga Bonzanzu, ainsi qu'avec d'autres collègues et amis, que dans les années 2000, nous nourrissions le vœu de construire le pont symbolique sur le Congo à partir d'une plateforme littéraire, d'ailleurs créée, de construire également une synergie interactive avec le rôle artistique et culturel de Lubumbashi, singulièrement de l'UNILU. N'est-ce pas grâce à la thèse de doctorat de Philippe Masségabio défendue en 2014 à l'UNIKIN que j'ai pu, pour ainsi dire, faire davantage la connaissance de Tchikaya Outansi et me réconcilier avec son œuvre. Chers collègues, chers amis, l'on a compris combien les chemins de l'amitié et du savoir sont insondables et redevables à la providence quand ces schémas se croisent, quand ces chemins se croisent. L'on a compris que l'ouvrage sous examen est une reconstitution plus ramassée de la thèse même, en commençant par le titre revu, le titre initial de la thèse ayant été, je cite, « Le rire, ses valeurs figuratives et ses fonctions dans l'œuvre poétique de Tchikaya Outansi ». Fin de citation. L'essai en question, paru à Paris aux éditions L'Harmattan en 2019, comporte 306 pages, consacrées essentiellement à la poésie, et est répartie en 4 parties ci-après. Première partie, variations conceptuelles. Deuxième partie, éléments biographiques. Troisième partie, décodage des valeurs figuratives du rire. Quatrième partie, fonction du rire. Et dans ces différentes parties, la plupart des œuvres poétiques, si pas toutes, sont passées au peigne fin, comme tête de chapitre. Je cite ces œuvres: Le mauvais sang, Feu de brousse, Attriche-cœur, Épitomée, Arc musical, Le ventre, Le pain ou la cendre, La veste intérieure et Notes de veille. En fin de compte, que retenir de tout cela, forme et fond? Philippe Masségabio est égal à lui-même et à sa réputation d'écrivain et de critique. Séducteur, mais intransigeant, méthodique, mais réceptif, érudit, mais éclectique. L'étude proprement dite concerne, je le cite,
concerne la recherche et l'identification des signifiants du rire, leur mode de fonctionnement et la signifiance de l'œuvre poétique de Tchikaya Utamsi. Fin de citation. Les axes méthodologiques font montre d'une interdisciplinarité intégrée, éclairée, sélectionnée. L'analyse de contenu et la stylistique le disputent à la sémiotique de la littérature, là où la poétique rejoint l'herméneutique, poétique en tant qu'à la fois analyse de l'acte de création et analyse de la poésie comme poésie. Au demeurant, l'auteur Masegabio avait déjà réussi dans sa thèse, mais aussi dans cette monographie, il a réussi une sorte de compromis savant, c'est le cas de le dire, en réunissant à bon escient, de près ou de loin, bon nombre de ténors de la théorie du langage et de la sémiologie, de la déconstruction et de la sémantisation. Par exemple, les théories de l'américain Charles Sanders Peirce sur le courant pragmatiste et la triade signe-objet-interprétant, celle du Danois Louis Hjelmslev sur la glossématique, celle de l'Italien Umberto Eco sur l'encodage et le décodage du signe à image, celle du Français Roland Barthes sur la sémiologie de la représentation et la sémiologie de la communication, celle du Français Gérard Jeannette sur la narratologie et singulièrement sur la transtextualité, celle de la franco-bulgare Julia Kristeva sur la psychologie, sur la psychanalyse du langage et singulièrement l'intertextualité, et enfin celle du russo-américain Roman Jacobson sur l'analyse structuraliste. De même, la consultation des témoignages et des travaux de spécialistes africains et congolais a donné, de près ou de loin, une épaisseur substantielle à l'argumentation de l'essai. On peut ainsi citer les réflexions et les travaux de Maurice Amouri, de Sylvain Bemba, d'André Patient Bokiba, de Kadima Ndjouzi, de Jean-Robert Kassele, d'Henri Lopez, de Mongo Boussa, de Ngoïngala Dominique, de Yengo Patrice. Cette approche interdisciplinaire a eu l'aura de détecter non seulement des pépites en forme de figures de style étincelantes, non seulement les interférences autobiographiques, mais aussi la magie illocutoire et perlocutoire de l'engagement éthique et esthétique chez Tchikaya Utamsi. Nous ne dirons qu'un simple mot de ces interférences biographiques. L'auteur, Masegabio, a conscience, contrairement à certaines théories carrément formalistes, que ces interférences biographiques ne sont pas totalement absentes comme impact dans l'acte littéraire. Que dire justement de cette biographie, sinon en substance que de son vrai nom, de son vrai prénom, Gérard Félix, et fils d'un parlementaire, Tchikaya arrive à Paris à 15 ans. On parle parfois aussi de 17 ans. On reviendra là-dessus. Infirme dès l'enfance, Tchikaya a vécu dans une sorte de solitude pesante par rapport à ses parents, et notamment par rapport au sevrage d'avec sa mère, ce qui a influencé une écriture tour à tour nostalgique, aigre-douce et impétueuse. Né probablement le 25 août 1931 en terre Kwilu de Luango, Congo-Brazzaville, Tchikaya Utamsi est mort à Bazancourt en France le 28 avril 1988. Chers collègues, chers amis, parlons à présent du fond proprement dit et particulièrement des développements occasionnés par la substance du titre employé par Masegabio, à savoir, je cite, « Le feu et le sang ». Ce titre rend compte de l'état d'esprit de Tchikaya Utamsi, poète et homme écartelé, écorché vif, à travers d'une part le feu, métaphore de la passion au sens plein, feu comme révolte ontologique, métaphysique, voire politique. Mais aussi d'autre part le chant, c'est-à-dire sublimation de la souffrance et de cette passion. Homophonie, chant, sang, détourné, retourné, percuté, suivant l'expression usuelle à feu et à sang.
La thématique de la passion pour Chikaya renvoie certes au Christ, mais aussi plus près de nous, au martyr de Patrice Emery Lumumba. La mort de Lumumba, pour lui, n'est-ce pas le feu et le champ éteint? C'est une citation. Et même le feu et le champ éteint de toute l'Afrique. Cette parenthèse de Kinshasa, selon les termes de Chikaya, n'est-ce pas la parenthèse de sang de l'Afrique entière, pour parler comme Sonny Laboutanti? Je cite à ce propos Chikaya Outamsi. J'ouvre les guillemets. « Malheur à l'oiseau ivre. À quoi bon japper? C'est de l'arc musical qu'il faut jouer en ces pays. Le jour est assez noir pour l'ordalie. Nos âmes, nos vies ont la boue. » Fin de citation. Qu'est-ce donc finalement la poétique de la dérision chez Masségabio, sinon l'ensemble des procédés de parturition symbolique, de magie suggestive, pour parler comme Baudelaire, dans ses fonctions protéiformes et multiformes, c'est-à-dire sémiotiques, métaphoriques, pragmatiques, propitiatoires. Propitiatoire, oui, sous l'impulsion de la dérision, une forme psychodramatisée, socio-dramatisée du rire. Rire à la fois polyphonique, polysémique et prophylactique. D'ailleurs, en principe, que ce soit le rire égrillard du griot africain, que ce soit le rire évocateur et grinçant d'Aristophane, que ce soit le rire sulfureux et cathartique de Molière, que ce soit le rire métaphysique chez Bergson, que ce soit le rire jaune et d'angoisse kafkaïenne, que ce soit, je cite, le rictus orgueilleux, selon Chikaya, c'est-à-dire, comme on dit en grec, la hubris, c'est-à-dire l'orgueil démentiel, pathétique, la hubris d'un Prométhée contre les dieux. Que ce soit tout cela, ce phénomène rire, au cœur et au ventre de l'homme, est à la fois défouloir et épouvantail, à la fois cataplasme placebo et cataclysme réparateur, à la fois totem et tabou. Je cite Chikaya. Le rire est le seul uniforme que je n'ai jamais porté en haillons dans les orgies et gardé mon cœur contre mes appétits d'ogre. Fin de citation. Chers collègues, chers amis, en fin de compte, Philippe Masségabio a réussi un vrai pari, celui de faire exploser le rire magnétique, énigmatique de Chikaya Outamsi, tantôt en feu de brousse incendiaire, tantôt en feu d'artifice éblouissant, tantôt en feu d'arc-en-ciel mélancolique. Mais moi, j'ai retenu feu de brousse quand même, comme pied de nez, contre son enfance, contre son éducation, contre son destin, contre les dieux, contre le pouvoir religieux, contre les potentats de l'ordre colonial, contre les idéologies hybrides et incantatoires comme la négritude, contre la mort. Bref, contre les fausses dévotions. Philippe Masségabio a réussi ce pari de surprendre, pour parler comme lui-même, de surprendre, je le cite, de surprendre un poète qui n'écrit pas pour rire, mais qui rit en écrivant. Fin de citation. Masségabio a réussi celle-là, je le répète, parce que sans doute, il est lui-même pèlerin et adepte du beau, du vrai, du surréel, selon ses propres termes, et j'ajoute de l'ironie. Ce qui constitue en fait, suivez-moi bien, sa véritable somme première et son viatique spirituel et culturel. Il est pèlerin, toujours en quête de son renouvellement, de la jubilation intérieure, de sa jouvence inaltérable, là où la cendre demeure. Pour Masségabio comme pour Chikaya, chaque jour, n'est-ce pas le jour de l'Éternel? Chaque jour, n'est-ce pas le rire décapant et capiteux pour avoir réussi à passer le lac des Caïmans?
Le caïman n'est-il pas le totem du grand large et même de l'au-delà des rivages? Comme avait dit mon grand-père, je le cite, aux crapauds des mares, aux poissons d'eau douce, il est impossible de rêver d'être caïman des grands lacs, de rêver de l'au-delà des rivages et des horizons. Fin de citation de mon grand-père. Entre parenthèses, les spécialistes mazécabiologues, auront découvert dans ce jeu de paraphrase les intitulés de ses ouvrages: Somme première, La cendre demeure, Le jour de l'éternel, Fais-moi passer le lac des Caïmans. Mais finalement, poète avant tout, mais chercheur et enseignant, Masségabio est passeur. Passeur au-delà des rivages et des horizons. C'est ainsi qu'à travers son décryptage de l'œuvre de Chikaya, la mythologie du rire retrouve sa valeur spécifiquement humaine, sa valeur universelle de déconstruction, de construction, de substitution du langage, des langages, mais aussi expression et rythme des élans en profondeur de tout l'être humain, de tout être humain. Chers collègues et amis, je conclus. Au demeurant, l'essai de Philippe Masségabio est à domicilier dans la catégorie et dans le registre de ce qu'on appelait, de ce qu'on appelle encore, les études post-coloniales et à la rigueur post-modernistes. Non pas en termes chronologiques de la précolonisation, mais en termes idéologiques, philosophiques et critiques de la remise en question radicale, de la prophylaxie intellectuelle et mentale par rapport aux fondements et aux vestiges culturels de l'esprit colonialiste. Je vous remercie de votre aimable attention. D'un maître de la parole, de quelqu'un qui a une connaissance fine de la critique littéraire et de la littérature anglaise, mais je dois dire de la littérature universelle. Je ne voudrais pas reprendre tout ce qu'il a dit avec mes propres mots. Je voudrais m'intéresser au champ dans lequel se situe cette œuvre. Et pour me situer dans ce champ, je vais regarder le titre, et particulièrement les sous-titres. Chikaya Utansi, le feu et le chant. Une poétique de la dérision. Alors le mot qui m'intéresse ici, pour entrer dans les champs dont je parle, c'est la politique. C'est dans ce champ, justement, que se situe non seulement l'étude faite par Masségabio Mouzavu, mais aussi la lecture faite par le professeur Yoka Biemudaba. Mais la poétique, on le sait, elle est, selon le mot même de Jacobson, une réflexion sur ce qui fait d'un message verbal une œuvre d'art. Autrement dit, il s'agit d'une réflexion sur la fonction esthétique du langage, ou encore sur sa littérarité. Les critiques littéraires qui sont dans cette salle savent qu'on fait la différence entre la littéralité et la littérarité. Parler pour informer relève de la linguistique, de la rhétorique ou de la pragmatique. L'intention, le résultat artistique du langage mettent en œuvre une poétique. La poétique peut être normative. C'est le cas de la plupart des arts poétiques. Ici,
On peut penser à Boileau, on peut penser à Malherbe, on peut penser à Gautier, mais elle peut être descriptive. C'est la tendance actuelle. L'ouvrage de Masségabio, consacré à l'œuvre poétique de Chikaya, entre dans cette deuxième catégorie. C'est donc une poétique descriptive. Cette description, qui n'exclut ni subjectivité, ni les phénomènes de mode, ni les risques de projection involontaire, puisqu'elle repose sur une des fonctions les plus recherchées du langage. S'efforce d'échapper au flou critique impressionniste comme aux commentaires d'humeur, parfois brillants, mais toujours invérifiables. La lecture que vient de faire le professeur Yoka Liemudaba, avec les quelques citations qu'il a données, permettent justement de vérifier ce qui est écrit et même les significations qui sont dégagées. Cette poétique descriptive, ce n'est pas dans la première partie de l'œuvre. Le professeur Yoka a indiqué les 4 grandes parties de l'ouvrage, les grandes articulations. Ce n'est pas dans la première partie qu'elle s'exerce, ce n'est pas dans la deuxième, qui est consacrée à la biographie, et une biographie présentée d'une façon tout à fait originale. Il pouvait simplement dire, le professeur Yoka y a fait allusion, Chikaya Utamsi est né ici, il a évolué, il a été à Paris, il a travaillé à l'UNESCO, etc. Il a commencé à écrire, etc. Il pouvait se contenter de cela. Mais Masségabio réussit à présenter cette biographie d'une façon originale en restant dans le champ de la littérature. Mais ici, lorsqu'on s'intéresse à la sémiotique, comme aux études structurales en général, on sait toujours qu'il faut mettre l'auteur entre parenthèses. Ce qui compte, c'est l'œuvre. C'est vrai, ce qui compte, c'est l'œuvre, mais ici, nous voyons l'interaction qu'il y a entre l'œuvre et la vie de l'auteur. Et la biographie n'est pas utilisée pour comprendre l'œuvre. La biographie, on n'y recourt qu'après. Il faut lire Chikaya Utamsi. Il faut l'interpréter, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, pour s'intéresser ensuite à sa vie. Mais la poétique s'exerce exactement dans la 3e et la 4e partie. C'est là, justement, qu'on observe le phénomène qui caractérise l'étude littéraire, l'encodage et le décodage. Alors, on a fait allusion à la méthode, on a dit, de professeur Masségabio qu'il est méthodique. Alors, c'est dans ce chapitre, ce 3e chapitre, qu'il y est allé d'une façon méthodique, œuvre par œuvre, en dégageant chaque fois une conclusion partielle. La poétique descriptive ne s'arrête pas là, au niveau du décodage, de l'encodage et du décodage. Elle concerne aussi les fonctions, justement, qui constituent la 4e partie. Alors, dans cette partie, le professeur Yoka est revenu là-dessus, eh bien, il étudie les significations du rire. Mais l'auteur avait pris les précautions, tout d'abord, de définir, justement, le rire et tous les termes dérivés, comme l'humour, comme la dérision elle-même, dès le début de son ouvrage. Mais il finit par arriver à la conclusion suivante. D'abord, l'objectif qu'il poursuit. Ici, il faudra que je les cite. C'est très bien dit, tenter de sarcler davantage
ce carré de terre où gît un grand destin littéraire. Tenter d'esarcler davantage. Le poète, évidemment, on l'a dit, le Masségabi Nzanzu est d'abord poète. Il est l'un des jeunes poètes qui sont sortis de la faculté de philologie romane et qui ont ceci de caractéristique qu'ils vont introduire une rupture entre l'écriture inspirée de la négritude qui a caractérisé les premiers poètes, et singulièrement le premier poète congolais, Antoine Roger Bolamba, et eux, qui vont exploiter justement les deux faces de la poésie au sens classique du terme, la face phonique et la face sémantique. C'est dans ce cadre-là qu'il écrira l'œuvre qu'on a citée ici, Somme première. Il y a lui, il y a les Kadimanzuji, il y a les Soumaïli, etc. Toute une génération qui fait que jusqu'à présent, on dit que l'âge d'or de la poésie congolaise se situe autour des années 70. Que les jeunes poètes qui sont ici ne se sentent pas frustrés. Le temps viendra où on va évaluer justement leur création pour dire s'il n'y a pas un autre âge d'or. Donc, Masségabi fait partie de cette équipe de ces poètes. Donc, il est lui-même poète. Et c'est en tant que poète que j'ai fait sa connaissance. Avant de le rencontrer, et physiquement, je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Mais je le connaissais bien avant parce que j'avais eu l'occasion de lire Somme première, d'abord des extraits et puis l'œuvre entière. Et puis, Masségabi, on a cité cette anthologie, le Zaïre écrit. Il a fait connaître les poètes congolais, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Il est poète, il est aussi critique littéraire. Alors c'est en tant que critique littéraire, ayant choisi un champ bien déterminé, qu'il va aborder cette œuvre de Tshikaya Utamsi, dont on dit que c'est une œuvre hermétique. C'est une œuvre réservée au petit nombre. Mais justement, le travail fait, et c'est là qu'il est tout à fait admirable, le travail fait par Masségabi rend l'œuvre de Tshikaya digestible. Quand on a lu le travail de Masségabi, on peut revenir à l'œuvre de Tshikaya Utamsi. On peut alors comprendre ces différentes métaphores, ces différentes techniques, parce qu'il s'agit de ces techniques, qu'il va réussir à démonter. La poésie est d'essence hégémonique. Elle règne seule ou abdique. Le Masségabi réussit à démonter toutes les techniques, à les expliquer, à indiquer même la signification, et puis il revient à la formule de départ. Parce que le décodage peut rendre une écriture poétique plate. Donc il faut oublier le décodage pour que la poésie luise de sa propre lumière. Et cela, Masségabi l'a réussi parfaitement. Il mérite toutes nos félicitations. J'ai dit, je vous remercie. Je commence d'abord par quelque chose que je dois dire, c'est que je suis très ému de voir cette salle, de vous voir là devant moi. La journée d'aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure journée de l'année 2020.
vous n'avez peut-être pas l'occasion de présenter encore notre livre. Je sais qu'il y a un livre qui est sous presse, je ne sais pas quand il va sortir, mais aujourd'hui, en tout cas, je suis l'homme le plus heureux et vous pouvez imaginer la joie que j'ai de savoir que c'est vous qui me rendez cette journée aussi heureuse. Je vous remercie d'être là. La deuxième chose que je dois dire, c'est que vous avez vu que je me suis mis debout pour embrasser, pour remercier les deux présentateurs qui sont, on l'a déjà dit, de grands critiques. Je les connais tous les deux, de grands professeurs d'université. Et ne me regardez pas comme vous me regardez là, parce que si vous me regardez pendant longtemps, peut-être que je cesserai de vous regarder, parce que j'ai eu l'émotion moi-même en entendant toute cette belle présentation. J'ai dit, mais est-ce qu'il s'agit de moi? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Mais je remercie les deux professeurs qui ont rendu ce que je ne pouvais pas faire, ce que je ne pouvais pas dire moi-même sur cette poésie. Alors, notre ami, notre jeune frère, notre jeune ami Richard me dit d'ajuster quelque chose. Tout à l'heure, quand ils ont fini de parler, j'ai eu une réaction, j'ai eu le sentiment que je devais faire comme deux artistes bien avant nous. Je pense en 340 avant Jésus-Christ, il y a eu le mythe, c'est un mythe de Pygmalion. Il y a eu un concours de peinture organisé, je dis c'est un mythe, en Grèce, et chacun a amené une toile, et un certain peintre Pygmalion, ne pouvons pas savoir exprimer ce qu'il pensait en lui, il voulait dire, exprimer en couleur, tout ça, la beauté, vraiment l'idéal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient au concours avec une toile toute blanche, il dit au jury, mais voilà, je vous amène mon tableau qui est tout blanc, qui n'est pas noirci, qui est l'expression de mon impossibilité de dire le bien. Je ne sais plus c'est quelle date c'était, mais il semble, selon la mythologie, qu'il aurait eu le premier prix. Le deuxième exemple que j'étais tenté de donner, c'est celui de Rimbaud. Vous savez que Rimbaud, qui a commencé à écrire très tôt, à un moment donné, à l'âge de 27-28 ans, Rimbaud avait fini pratiquement de produire. Il a eu 10 années de silence. On a appelé ça un silence rédhibitoire parce que il ne pouvait plus, il disait même qu'il ne pouvait plus dire quelque chose d'autre que ce qu'il a dit. Alors, je prends cet exemple pour dire, est-ce que j'ai encore à dire quelque chose en dehors de ce qui vient d'être dit? Est-ce que mon silence n'aurait pas été suffisant pour dire que ce qui a été dit est suffisant? J'étais tenté de m'arrêter là. Mais je pense que si j'avais fait cette espèce d'aveu, vous avez pu prendre ça comme étant un désaveu, comme étant un désamour. C'est comme si je vous aimais pas, mais pour montrer que je vous aime bien, j'ai quand même décidé de dire quelque chose, ne fût-ce que pour faire passer un petit message. Alors là, je vais être bref, on m'a demandé d'être bref. Alors je vais m'écarter un tout petit peu de l'analyse fort académique, fort intellectuelle des deux collègues ici, deux éminents collègues. Et je vais m'adresser davantage, c'est un petit conseil aux jeunes qui nous suivent et qui ont choisi d'être des écrivains qui ont après nous. Je serais autant aussi auteur hermétique, auteur intimidant, comme les gens disent. Mais je voudrais vous demander aux jeunes de me suivre aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit, écoutez, si on fait une critique d'un livre, on dit, écoutez, c'est difficile ou c'est facile, n'acceptez pas. Il n'y a pas de livre difficile comme il n'y a pas de livre facile. Le livre n'est pas difficile, le livre n'est pas facile, c'est nous qui sommes peut-être pas suffisants pour lire ce livre-là. Quelqu'un vous dit, écoutez, c'est un livre difficile, dites non, c'est un sorcier. N'acceptez pas cette sorcellerie-là. J'ai toujours dit, même devant les étudiants, vous savez, prenez le dictionnaire français comme le Robert, vous allez voir, il y a à peu près 60 000 mots dans le petit dictionnaire Robert.
Mais en didactique, on nous assure qu'avec 3000 mots, on peut faire le tour du monde francophone. Là, on parle français pour passer et communiquer. Mais il suffit de prendre un jour, ou même ce soir, amusez-vous, prenez votre dictionnaire local, ouvrez-le comme vous le voulez, et commencez à regarder les mots. À la fin, vous allez dire, sur cette page ici, combien de mots je connais de ce dictionnaire. Si vous allez voir l'effarante pauvreté de notre lexique, vous allez voir l'effarante pauvreté de la connaissance que nous avons de la langue française. C'est pour cela que si nous ne comprenons pas très bien un livre, c'est pas que le livre il est difficile, mais c'est peut-être nous qui n'avons pas suffisamment un lexique, un vocabulaire suffisant pour lire ce livre. Je ne dis pas que cela n'est pas vrai, je vous dis, je vous conjure de ne pas vous arrêter là, ne refusez cette critique-là, dites bien que moi je suis capable de lire ce livre-là et essayer de lire. Entre nous, il y a, je présume qu'il y a certainement des gens qui ont fait des humanités, pas comme nous, les humanités gréco-latines, les humanités philo, latin philo, latin, tout ça. Et je peux comprendre que devant un texte littéraire difficile comme celui de Chikaya, un texte difficile comme celui de Césaire, ou bien de Rimbaud, ou bien de Valéry, ou bien de Mallarmé, je peux comprendre qu'ils puissent vraiment hésiter pour comprendre ça. Mais est-ce que vous avez vu un seul instant que les professeurs ici ont hésité à comprendre que Chikaya est un auteur accessible? Non, c'est parce que justement ils ont eu une bonne formation qui les prépare à mieux comprendre, même à lire les livres qui sont censés être difficiles. Le livre n'est pas difficile en soi. C'est nous qui ne sommes peut-être pas au niveau de ce livre. Un conseil que je donne à la jeune génération, refusez de penser qu'il y ait des livres difficiles et de penser qu'un livre difficile, il est bon, l'auteur est bon. Non, l'auteur est mauvais. Qu'un livre est facile, l'auteur est bon. Non, il n'y a pas de livre difficile, il n'y a pas de livre facile. C'est nous qui avons cette petitesse de ne peut-être pas être au niveau de ce livre. Alors, ne l'oubliez pas, exigez de vous-même un effort pour que le livre soit pour vous quelque chose d'accessible. Un deuxième petit conseil que je dois vous donner, c'est au niveau de la littérature. Vous entendez les professeurs parler de la littérarité, de la littéralité, mais alors ils vous sortent toute une série de textes compliqués et tout ça. Mais en fait, si la littérature, ce n'est pas de la science comme les mathématiques, comme la biologie, comme la chose, mais au moins il y a une science littéraire. Il y a une science littéraire aujourd'hui, et il n'est pas possible aujourd'hui, par exemple, de faire une analyse critique, une analyse d'un livre, chercher une seule explication d'un livre, si vous n'avez pas très bien maîtrisé, par exemple, la linguistique. Aujourd'hui, depuis la révolution sociorienne, l'œuvre est une structure, c'est comme un bâtiment. Le professeur l'a dit plusieurs fois. Il a été construit. Vous cherchez à déconstruire ce bâtiment pour comprendre. Donc il y a des méthodes, il y a une technique, il y a des exigences. Et les exigences, c'est par exemple nécessairement le fait de bien connaître la grammaire française. Par exemple, de respecter la syntaxe française. Par exemple, de respecter ce qu'un homme comme Roland Barthes appelle les déguisements de la décoration, tout ça. Vous devez faire qu'un texte soit beau et qu'il ne soit pas mauvais. Et il y a des règles pour ça. Et comme ça que je voudrais demander vraiment, c'est que la jeune génération, si vous n'avez pas été jaloux, je vous demande d'être jaloux. Il n'y a pas un âge d'or. Dites-vous bien que l'âge d'or qui va venir, le vôtre sera meilleur. Si vous faites un effort de bien maîtriser les paramètres de la scienticité, ce que je peux appeler la science littéraire. C'est une science aujourd'hui. Et vous serez de loin meilleur que nous si vous le faites. Et je termine en disant... Chikaya Utamsi, est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas si vous allez l'aimer aujourd'hui. Mais je voudrais vous demander qu'à partir d'aujourd'hui, que si vous tombez sur un livre sur Chikaya, si vous tombez sur un livre sur un auteur difficile, quel qu'il soit, et d'où qu'il soit, mettez-vous à l'œuvre et pensez à ce que je viens de vous dire aujourd'hui
il y a lieu, si vous maîtrisez les paramètres de la compréhension, de la déconstruction d'un texte littéraire, vous arrivez à en connaître, comme on dit aujourd'hui, le terme est nouveau, non pas la signification, mais la signifiance d'un livre, c'est-à-dire le sens au profond d'un livre, et vous êtes en mesure de le faire, et je sais que vous me regardez, je sais que vous êtes en mesure de le faire, c'est pour ça que je vous dis, allez-y, vous serez demain la génération d'or plus dorée que la nôtre, et je vous remercie. Je crois que j'aurais voulu ne pas citer ces titres au niveau de la science, parce que nous ne sommes pas en politique, mais ce n'est pas la plateforme que je dirige, je dirige l'AFDC comme présidente nationale à l'intérim, et je dirige alors la plateforme AFDC-A comme premier vice-président. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'ici, il faut que je remercie M. Massé Gabio, le professeur Massé Gabio. Il vient me faire 2 fois l'honneur pour une fois être la marraine de son livre, tellement passé la rivière Traîne. Et aujourd'hui, il me fait l'honneur de baptiser ces livres. Mais je voudrais tout simplement dire au professeur Lyoka de faire très attention, parce qu'il a failli me faire fondre en larmes, parce qu'il a fait ressurgir en moi la passion des belles lèvres d'un homme que j'ai chérissé énormément, le professeur Jean-César Bungu Akaïm, professeur ordinaire, mon mari. Alors je suis donc heureuse aujourd'hui de me replonger dans son univers. Merci Philippe. Alors, au nom des femmes et des hommes, des sciences, des arts et de belles lettres, j'ai baptisé ces beaux bébés Chikaya Utamsi, le feu et le chant, une poétique de la dérision. Ouvrage de mon très cher collègue, honorable sénateur, honoraire de la transition, afin que tu puisses porter haut les flambeaux des sciences, des arts et de la littérature de la RDC. Je vous remercie. Comme l'a dit le professeur Kassiga tout à l'heure, moi également, j'ai découvert le professeur Massé Gabio, alors chef de travaux à l'UPN, en première licence. Je venais de Kisangani. J'avais passé mon concours d'admission à la licence pour Bukavu, et il a plu à mes parents de m'orienter à Kinshasa. C'est là que je l'ai découvert. Et aujourd'hui, lorsque je le vois produire une thèse sur Tshikangouta-Tsi et des ouvrages sur le même auteur, je n'en suis pas du tout étonné, dans la mesure où, lorsque nous enseignions la littérature comparée, il nous parlait déjà abondamment de Tshikangouta-Tsi.
on dirait qu'il avait déjà une passion pour cet écrivain. Il nous parlait des Pitomés, de Tikavutamsi, d'une tempête de Shakespeare et de Goethe. Mais ce que j'ai aimé chez lui, d'abord, on l'a dit, excusez-moi d'en parler, ce n'est pas la coterie ethno-tribale dont parlait le professeur Igaou. On l'a présenté comme un ancien élève du collège Saint-Thomas-Mort de l'Issala. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé la littérature parce qu'il était initié par mes professeurs qui avaient fait le grec et le latin comme lui. Et chaque fois qu'on trouvait un mot difficile, il recourait à l'étymologie. Et ce professeur nous faisait rire. Il nous disait, bon, mes enfants, savez-vous ce que veut dire l'étymologie? Mais vous trouvez ça à Lingala? Étymologie veut dire Kotimola. Kotimola cherchait la racine. Et c'est une curieuse coïncidence sémantique là. Kotimola cherchait la racine, étymologie. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour eux, qui nous avaient précédés. Moi j'étais au petit séminaire de l'Issala, de Boulongo, et au collège Saint-Thomas-Mort. Mais quand nous arrivions, au fur et à mesure que nous montions, on supprimait la gréco-latine au profit de la section des philo-latines. Alors, les aînés qui ont suivi la gréco-latine sont pour moi des idoles. Parce que moi, avec d'autres amis, nous rêvions de faire le grec aussi pour appréhender le petit mot là. Donc, Philippe Massegabio a fait l'honneur non seulement du collège qu'il a formé, les collèges Saint-Thomas-Mort, où ont étudié beaucoup d'autres aînés. Il était d'ailleurs le président de Acolis, les anciens collèges de l'Issala. Je crois que d'autres grandes personnalités ont étudié dans ces collèges-là. Et la formation qu'ils ont eue, comme ils l'ont démontré tout à l'heure, cette formation a pu leur permettre d'accéder facilement aux œuvres et aux autres écrits qui paraissaient hermétiques. J'étais avec lui à Lubumbashi, peut-être qu'il ne s'en souviendra pas, au forum en hommage à Kadima Josi, oui. Le professeur Alexis Takizala, il a exprimé une forte admiration pour Philippe, qui était son condisciple, qui vraisemblablement était toujours premier de leur classe. Je vous dis, j'ai dit et je vous remercie. Je voudrais rectifier deux petites choses. Premièrement, je n'ai jamais été président de la Colis, mais je suis membre de la Colis parce que je suis de la deuxième promotion. La première promotion, c'était les professeurs Vaudois. Nous sommes la deuxième promotion du collège Saint-Thomas-Mort. La deuxième chose que je voudrais rectifier, Alexis Takizala, c'est un condisciple de l'université. D'ailleurs, j'ai deux condisciples ici. Et le professeur Lema qui est là, c'est mon condisciple. Et le professeur Fokas Mayaka. Nous sommes de la même promotion. Effectivement, eux, ils ont eu, je peux dire ça comme ça, la chance de ne pas faire comme moi. Moi, j'ai été happé par la politique et je me suis un peu distrait en allant ailleurs. Et ils ont poursuivi le cursus, ce qui était normal. Ils sont devenus professeurs bien avant moi. C'est comme ça qu'entre nous, l'estime a continué. Si vous voyez à Takizala, il me l'a dit, il me dit, vous boitez toujours. Mais c'est parce que nous étions ensemble, on faisait des devoirs, des séminaires, de thèmes, de dissertations avec eux. Et on sait qui faisait des belles dissertations, on le sait entre nous, mais nous sommes tous vraiment des collègues et je lui rends hommage comme je rends hommage
à mes deux collègues qui m'ont fait l'honneur de venir. Antoine et Focas, merci d'être là. Et je n'ai jamais été premier de classe nulle part. Ni aux humanités, ni à l'université. Mais je bénis le Seigneur, c'est que je n'ai jamais été parmi les tout derniers. J'étais parmi les meilleurs. J'étais toujours parmi les meilleurs. Le titre est déjà évocateur. Le feu, le chant. Le feu, c'est une lumière qui est ténue par les anciens pour montrer la voie aux plus jeunes. Et le chant accompagne le vécu quotidien. Donc, quand nous sommes là, nous écoutons le chant, donc on ne peut pas rester sans cela. Alors, nous remercions vraiment le professeur pour avoir d'abord choisi un modèle, mais eux aussi sont des modèles pour nous. Merci vraiment. J'ai aimé que le professeur lui ait offert, un ouvrage. Ça montre déjà qu'il y avait une relation de confiance entre les professeurs et les jeunes qu'il formait. J'ai aussi aimé l'effort qu'il a déployé pour aller rencontrer Chikaya ou Tamsi. Tous les jeunes chercheurs, je ne parle pas des jeunes écrivains, les jeunes chercheurs ont tendance à vouloir rencontrer les auteurs, mais toujours avec l'espoir de trouver la clé qui leur permettrait d'entrer dans l'œuvre. Et j'ai aimé que le professeur Masegabio ait avoué qu'il n'a pas hésité sur les mots. C'est un homme, il est très riche en vocabulaire et il a un langage très élégant. Il dit qu'il a été purement et simplement congédié. Mais je pense, et Chikaya lui a dit, moi, j'écris avec mes textes, je les écris avec une machine. Je pense que cette réponse-là a contribué à sa maturité en tant que critique littéraire. Il a compris que pour comprendre une œuvre, on n'a pas forcément besoin d'aller vers l'auteur, mais il faut avoir les codes à partir desquels on peut se comprendre, on peut étudier une œuvre. Et cette partie introductive dans l'avant-propos, je l'ai beaucoup aimée et je lui dis merci. Et je termine en disant que dans les sous-titres, j'ai aimé aussi la façon dont tu l'as résumé. Il y a dans le deuxième sous-titre le feu et le chant. Nous avons à la fois l'essence de la poésie. La poésie est un chant. Mais en même temps, nous avons la fonction de la poésie. C'est ce que moi j'ai lu et ce que je retrouve dans la dernière partie, la fonction de la poésie, le feu. Je vous remercie. Les commentaires que vous entendez, ce sont des commentaires très scientifiques et très académiques, vous voyez. Je ne peux pas aller plus loin. Quand le professeur Makolo parle du feu, c'est cette partie-là qui m'intéresse, du feu et des chants. En fait, c'est le testament que Chikaya nous a laissé. Il lit dans Épitomée, dans Art musical, il dit « Je vous lègue le feu et le chant ». Le feu, c'est effectivement tout son combat politique, parce que c'est quelqu'un qui a été tout près de Lumumba pendant un temps. Il est venu ici, puis il est parti, mais il le chante, il fait de sa poésie un instrument, un combat, et il dit, c'est un chant que je vous laisse. Et il y a samedi, lorsque nous étions avec notre ami Richard, il y a des jeunes gens, deux jeunes collègues qui ont essayé de dire son poème Lumumba Rumba, mais ça devait se jouer parce qu'en fait Chikaya a écrit ce poème lorsqu'il était dans un train de Bruxelles à Paris. Il a écrit et son idée c'était que tous les Congolais de deux rives puissent répéter ce poème comme étant un hymne national en honneur de Lumumba. Et il a écrit, et normalement si vous le dites à haute voix, vous devez essayer de battre Lumumba Rumba, Lumumba Rumba, Lumumba
Conga, Conga, Congo. C'est ce qu'il voulait. Donc il nous lègue ça comme étant un chant de combat pour l'honneur de Lumumba. La deuxième petite chose que je voudrais dire, c'est quand il fait allusion au professeur Makolo, au professeur Bol, c'est de nouveau avec émotion que j'en parle. Les collègues qui sont là, c'est un professeur éminent, il est décédé, mais nous tous, nous avons eu une espèce d'amour de la poésie en écoutant Bol parler de la littérature. Il avait d'ailleurs une voix tellement... Antoine, est-ce que je mens? Il avait une voix tellement poétique, même en lisant les textes, et il savait lire la poésie. Et il nous a tous emballés, il nous a tous, disons, ensorcelés. Et si aujourd'hui, si nous faisons un peu de la littérature, c'est grâce à lui. L'hommage que je lui rends, c'est un hommage très mérité. Il m'a donné à lire Le Ventre en 66. Sans ce livre-là, peut-être que je n'aurais peut-être pas été ce que je suis aujourd'hui, qui repose en paix là où il est, mais je lui dois beaucoup et nous lui devons beaucoup à professeur Bol. Je vous remercie. Sans trompe, ma mère m'a dit, une vie à dire ne vaut plus qu'un cœur à quatre pattes, les ventres tremblent, les délits approchent. Suis-je bon à brader? Noé. Certains brandons n'éclipsent point l'ombre, qui pointe dans mon champ. C'est moi qui tue sur le vice, et ce ventre qui tremble pour mon pardon. Que fait-on des savanes? On les lacère à ça. On n'échange pas le programme. Demain, lever du soleil à 6h53 minutes, une seconde. Et s'il est pour autour de ma tête, en étalant, le Congo sera libre. De mettre ainsi toutes les ondes, le monde ordonné de vivre. Le cœur à gauche, on n'échange pas le programme. Parce qu'il est venu, tous firent un rôle, à ne pas voir parmi les flamboyants, quoi? L'étoile. On est là serrassant, à cuire ce peuple noaquine, que fait-on des savanes, du savon, des bouches, tout n'est pas impris à l'âme, à cause des 3 crimes de Kin, et même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci de vous prêter à ce jeu de questions et réponses dans le cadre de cette édition spéciale de Belles Lettres qui tourne essentiellement à la cérémonie de baptême de votre livre Tshikaya Utansi, Le feu et le chant, une poétique de la dérision. Et tout de suite, notre première question est celle-ci. De l'opinion de tous les critiques littéraires africains et étrangers, Tshikaya Utansi est un auteur difficile, voire hermétique, mais vous êtes quand même arrivé à soutenir une brillante thèse sur sa poésie avec la mention la plus grande distinction. Vous êtes passionné de l'homme et de son œuvre. À quand remonte cette passion et qu'est-ce qui explique cette passion pour l'homme et pour son œuvre? La passion remonte à l'époque où j'étais encore étudiant de lettres à la faculté des lettres à l'université de Royaume. Mon professeur Bol, qui revenait du festival des Arts Nègres de Dakar, m'a amené un exemplaire du Ventre, oui, un des recueils de Tshikaya qui vient de sortir en 64. Oui. Il m'a demandé de lire avec beaucoup d'insistance. Quand j'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était différent de ce que je lisais jusque-là. La strophe de Tshikaya était toute différente. Son style, que je qualifie un style comme un escalier en colimaçon qui retourne autour de soi-même, les phrases. Et cette façon d'écrire m'a paru vraiment symptomatique d'une nouvelle vision peut-être de la littérature africaine. Et j'ai commencé à l'aimer et je l'ai adopté jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui explique, c'est le fait que j'ai trouvé en lui une grande passion pour la littérature, pour les choses bien faites, bien écrites. Et Tshikaya, c'était un gros écrivain qui écrit merveilleusement bien
Et même si on n'arrive pas à le comprendre, il suffit d'aimer profondément comment la littérature, et à force de s'y faire, à force d'utiliser les éléments, les instruments de la déconstruction, c'est-à-dire de l'analyse progressive d'une œuvre, on peut arriver, on arrive généralement avec la volonté, on arrive à comprendre l'auteur, même un auteur difficile comme Chikaya. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Les textes de Chikaya sont verrouillés, on l'a dit. Et vous êtes arrivé à les déverrouiller. Quelles sont les clés qui vous ont permis de pénétrer cet univers-là? Oui, je me souviens que c'est une opinion d'un membre du jury. Non, verrouillé, effectivement, parce que chaque auteur a une vision. Chaque écrivain a une vision, c'est-à-dire c'est ce qu'il poursuit comme la description de son univers. Il faut d'abord commencer, si vous voulez déverrouiller un écrivain, il faut d'abord commencer par chercher à comprendre sa vision. Ce qu'un auteur russe appelle en allemand le Einstellung, c'est-à-dire ce qu'il entrevoit comme façon de concevoir le monde. C'est une première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, il n'est plus possible de comprendre les lettres autrement si on n'associe pas la linguistique. Donc il y a des règles, il y a des paramètres de travail, des méthodes qu'il faut adopter pour comprendre bien un livre. Et je pense que ce qui m'a permis d'arriver à le déverrouiller, si réellement je l'ai déverrouillé, c'est le fait que j'ai utilisé l'analyse sémiotique. La sémiotique, aujourd'hui, c'est une approche moderne d'analyse des textes qui consiste à ce que vous ne cherchez pas à comprendre d'abord la vie de l'auteur, vous cherchez d'abord à entrer à l'intérieur du livre, à chercher à saisir des paramètres de littérarité d'une œuvre, et quels sont les éléments que l'auteur utilise, c'est quel genre de modulation grammaticale, c'est quel genre de syntaxe qu'il utilise. Et quand vous arrivez à saisir, à maîtriser plus ou moins les paramètres de littérarité d'analyse d'un texte littéraire, vous avez 80% de la chance pour comprendre l'auteur. Il en est de même pour Chikaya. Je n'ai pas cherché d'abord à savoir qui est Chikaya, il mange quoi, il dort ou non. Et je me suis mis dans son œuvre et avec les paramètres dont je vous parle, j'ai essayé de poursuivre vers par vers, strophe par strophe, poème par poème, et je crois que c'est ce qui m'a permis de le connaître un peu. En fait, quelle est la thèse principale qui est défendue par cette recherche? Le fait que Chikaya lui-même a dit dans son livre et dans un de ses livres que le rire, l'humour est un élément qui court chez lui d'un livre à un autre. Oui. Toute la poésie de Chikaya, c'est une fresque, c'est comme une seule et même œuvre. Et il nous dit que le rire, l'humour parcourt tous ces livres-là. Donc, je trouvais que c'est un thème extrêmement important. Pourquoi il rit et de quelle manière il rit? Il tourne tout en dérision, il tourne les hommes, il tourne le monde en dérision. Et donc, pour moi, ça m'a paru un leitmotiv important de l'objectivation de l'œuvre de Chikaya. Et j'ai cherché à le comprendre, pourquoi il écrivait en riant et pourquoi il rit en écrivant. En écrivant. Et j'ai trouvé que Chikaya ne rit pas pour écrire, mais il écrit. Non, il n'écrit pas pour rire, mais il rit en écrivant. Ce qui est un style, ce qui est une spécificité de son écriture. Et je crois que, comme l'a dit aussi quelque part, qu'il pensait que des civilisations entières avaient échappé à la disparition à cause du rire. Vous vous rendez compte? Des civilisations entières auraient échappé à la destruction par le rire. Ça m'a paru quelque chose d'extrêmement grave, le penser, le dire comme ça.
Et j'ai dit, mais comment le riz peut-il empêcher toute une civilisation de se perdre? Une toute dernière question et on termine par là. Et si on vous demandait l'apport essentiel de Chikaya à la littérature universelle? L'apport est énorme. Vous savez, chaque écrivain amène sa vision à lui, comme j'ai dit tout à l'heure, en paraphrasant l'auteur russe, son Einstein, sa vision, son monde à lui, son univers tel qu'il veut construire, tel qu'il veut nous léguer. Chikaya lui dit, je vous lègue le feu et le chant. Voilà ce qu'il a légué à l'humanité. Le combat tel qu'il le faisait, et le combat tout en chantant, tout en riant, tout en se moquant, tout en méprisant plus ou moins les difficultés. Il marche sur les difficultés, il marche sur ce qu'on appelle les apories de la vie en riant. Et je crois que c'est un apport important. Si nous prenons comme arme de combat le rire, vous savez, c'est une arme terrible, le rire. Oui. L'ironie est une arme terrible. Et je pense que l'apport de Chikaya, c'était évidemment à chercher de ce côté-là. Il rit et il pense qu'avec le rire, il peut changer le monde, il peut changer la société, il peut donner un autre tonus à la société. C'est un apport extrêmement important pour nous et pour l'humanité. Merci professeur de vous être disposé à nous. Merci. À tous et à toutes, nous disons merci pour votre attention et vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.